Un tableau d'une valeur inestimable, une galerie fermée, un secret que personne n'a vu venir. Bienvenue à Minuit Mystère, je suis votre hôte, Elliot. Dites-moi, d'où venez-vous pour nous rejoindre ce soir? Vos voix donnent vie à ce mystère. Laissez un commentaire ci-dessous. Commençons. C'est dans la fraîcheur d'un petit matin d'octobre que moi, le docteur John Watson, j'ai été réveillé de ma lecture par le bruissement familier du papier et le tintement aigu d'une cuillère à café contre la porcelaine. Le brouillard s'était épais sur Baker Street, brouillant les lampes à gaz et atténuant les clameurs lointaines de la ville en un bourdonnement sourd. Cependant, dans notre salon du 221B, l'atmosphère était empreinte de réflexion et de tabac turc. Sherlock Holmes était assis près du foyer, sa silhouette élancée partiellement allongée dans le fauteuil le jour de la journée. Foie ouvert sur ses genoux, mais visiblement ignoré. Ses yeux, pâles et pénétrants, étaient fixés sur une petite enveloppe posée sur la cheminée, non ouverte mais déjà catégorisée et partiellement comprise par une méthode privée de déduction. Le feu du matin crépitait. Notre plateau de petit déjeuner n'avait pas été touché, à l'exception de l'unique tasse de thé que Holmes avait soignée avec une précision distraite. « Vous remarquez que je n'ai pas ouvert la lettre, » dit Holmes sans lever les yeux. J'ai mis de côté la lancette et j'ai croisé les mains. « En effet. Puis-je vous demander ce qui vous retient? La curiosité, je pense, serait une force irrésistible dans votre travail. »« Curiosité, oui, murmura-t-il, mais pas de vaine curiosité. Non, Watson, je vous attendais avant de l'ouvrir. L'affaire, je suppose, vous intéressera. » Sur ce, Holmes sortit l'enveloppe de la cheminée, la fendit proprement avec la lame de son canif et en sortit une seule feuille de papier. Ses yeux scrutèrent le contenu avec une concentration rapide, semblable à celle d'un faucon. Ah, c'est donc Lady Margrave. Dame Margrave de Belgravia? Ai-je demandé, reconnaissant le. Non, la même chose. Une patronne des arts, récemment veuve, et, comme cette lettre nous l'informe, tout à fait hors d'elle à cause d'une affaire de vol. Il semble qu'au cours des dernières 48 heures, un tableau sans importance publique, mais d'une grande valeur personnelle, a été volé dans une galerie privée attenante à son domicile. J'ai haussé les sourcils. Volé? Dans sa galerie personnelle? Cela ressemble moins à un simple cambriolage qu'à un crime délibéré et calculé. Holmes hocha la tête. Exactement. Et notez le timing. L'œuvre a disparu après une réunion, privée organisée à la galerie. Une soirée pour artistes, critiques et bienfaiteurs. Un cercle restreint et raffiné d'individus ayant accès et moyens, dont l'un, de toute évidence, n'était pas celui qu'il semblait être. Il se leva et jeta la lettre sur la table d'appoint pour que je l'inspecte. Elle demande notre présence. Avant midi. Je pense que nous allons l'obliger. Nous arrivons à Belgravia sous un ciel couleur d'étain terni. La maison de Lady Margrave se dressait comme une sentinelle parmi ses élégants voisins. Pierre blanche, balustrade en fer et absence flagrante de policiers visibles. À l'intérieur, nous n'avons pas été reçus par la dame elle-même, mais par son majordome au visage solennel, qui nous a fait passer devant des colonnes et des peintures à l'huile jusqu'à la salle de la galerie située à l'arrière. Peacock Gallery, telle qu'elle était conçue, s'ouvrait comme un écrin à bijoux. Rideaux de velours, parquets en bois poli et peintures à l'huile disposées dans un souci à la fois d'élégance et de drame. Il s'agissait d'une collection petite mais cultivée, des paysages, des portraits et une toile impressionniste saisissante représentant des ponts au clair de lune que Holmes a examiné de près mais a rejeté d'un geste de la main. Lady Margrave entra peu après. Grande femme sculpturale d'une 60aine d'années, elle portait le deuil avec la grâce d'une personne née dans ce domaine. Sa voix tremblait sous son air posé. « Ce n'est pas la valeur monétaire, monsieur Holmes, » dit-elle, alors que nous nous asseyons sous un lustre en cristal vénitien. C'est une violation de la confiance. Ce tableau, le cavalier rieur de Marlowe,
était une commande privée de mon défunt mari pour commémorer son mandat militaire en Inde. Il n'a jamais été destiné à être exposé au public. Et maintenant, c'est tout simplement disparu. Décrivez les circonstances de la disparition, a demandé doucement Holmes. C'était après ma réunion il y a 2 soirs, seulement 20 invités, pour la plupart des habitués de mon cercle de passionnés d'art. La galerie est restée fermée à clé avant et après l'événement, à l'exception de l'exposition. Les portes étaient surveillées. Pourtant, hier matin, lorsque mon assistant est venu cataloguer les pièces, le portrait manquait dans son cadre. Holmes se pencha en avant. « Y avait-il des signes d'effraction ? » ?»« Aucun, dit-elle. C'est précisément ce qui me laisse perplexe. Les portes étaient verrouillées, les fenêtres sécurisées. L'alarme, m'a-t-on dit, ne s'est jamais déclenchée. Mais le cadre était vide. J'ai jeté un coup d'œil vers l'extrémité de la galerie où un grand cadre doré était visiblement vide. Un rectangle de mur propre derrière lui comme une blessure dans la symétrie de la pièce. Holmes se leva et se dirigea lentement vers le cadre, l'étudiant. Il sortit une loupe de sa poche et examina les bords où la toile avait été montée. Sa voix était calme mais ferme tandis qu'il parlait. Pas d'éclat de bois. Les vis n'ont pas été altérées. Curieux. Quelqu'un a enlevé le tableau, avec un soin expert. Lady Margrave restait près de la porte tordant un mouchoir de dentelle. « Vous devez comprendre, monsieur Holmes, qu'il ne s'agissait pas simplement d'un vol, c'était d'un message. Rien d'autre n'a été touché. Ni les bijoux, ni le vase Ming, ni même la figurine en ivoire près de la vitrine. Seulement que peinture. » Holmes tourna son expression illisible. « Vous pensez que le coupable avait une raison personnelle ? » ?»« Oui, et je soupçonne un de mes invités. » Holmes hocha la tête. « Watson, s'il vous plaît. Prenez note de la liste qu'elle vous fournira. Nom, profession, relation le cas échéant. Elle nous a transmis une liste d'invités manuscrite. J'ai scanné les noms. Monsieur Graham Flitcroft, critique d'art. La Gazette du Centre commercial Palem L. Isadora Yates. Peintre colonel, Enoch Crowthorne. Officier à la retraite, ami. De la famille Margrave Madame Lavinia Hart. Chroniqueuse de Société M. Lionel Rusk, collectionneur d'art professeur Elliot Mearsham, philosophe esthétique Lady Eugenia Willoughby, veuve, bienfaitrice, et une douzaine d'autres. Holmes prit la liste et la fourra dans sa poche de poitrine. Il resta silencieux pendant un long moment, puis revint lentement vers le cadre. Une main gantée tendit la main vers le cordon de velours qui restait de la toile manquante. Il pinça quelque chose entre ses doigts, à peine visible. « Qu'est-ce qu'il y a, Holmes ?» ai-je demandé en me rapprochant. Il le tourna légèrement vers la lumière. Un seul plume de pont, écrasé mais intact, était logé derrière la moulure inférieure du cadre. Holmes l'examina avec intérêt, puis se tourna vers l'hôtesse. « Dites-moi, Lady Margrave, dit-il avec une énergie soudaine, vous souvenez-vous qui s'est attardé près du pan clair de lune peindre pendant la soirée ?» Elle parut surprise. « Monsieur Rusk l'a fait. Et Miss Yates, brièvement. »« Pourquoi ?» Holmes sourit faiblement et rangea la plume. « Parce que, mon cher Watson, murmura-t-il, nous ne recherchons pas simplement un tableau disparu, mais une illusion soigneusement organisée. » Et avec cela, le jeu était lancé. Il était presque 2 heures lorsque nous quittions la Peacock Gallery, le brouillard extérieur ne faisant que s'épaissir avec les heures, s'enroulant comme une fumée de pipe dans les rues de Belgravian. Holmes, les yeux voilés par ses pensées, ne fit aucun effort pour discuter pendant que notre taxi retournait vers Baker Street. J'avais appris depuis longtemps à ne pas l'interrompre lorsqu'il tombait dans ses transes, moment où son esprit se retirait du monde visible, comme un maître d'échecs contemplant des pièces invisibles, sur un échiquier beaucoup plus grand. Une seule fois, alors que le taxi traversait Grosvenor Square, il marmonna « La plume, Watson, une étrange carte de visite. » De retour au 221B, la morosité de l'après-midi londonien filtrait grisement à travers nos fenêtres. Holmes ôta son manteau avec l'air d'un homme qui retourne dans un bureau plutôt que dans un salon,
et étala la liste des invités de Lady Margrave sur le bureau avec un soin chirurgical. Il attrapa instinctivement sa pipe et la bourra avec une facilité pratique. Considérons, dit-il, non pas le vol lui-même, mais le théâtre de celui-ci. Quel genre d'esprit met en scène un acte de disparition dans une pièce fermée à clé, ne volant rien de valeur marchande, mais plutôt une peinture de sentiments privés, le tout sans trace de violence. Celui qui cherche autre chose que le profit, répondis-je. Une vengeance peut-être. Il hocha la tête avec approbation. Peut-être. Mais la vengeance laisse souvent une empreinte plus dure. Ce crime a été peaufiné, voire organisé, comme une performance. La plume... Watson. Qui apporte une plume de Paon dans une galerie qui possède déjà une peinture de Paon? Ce n'était pas une coïncidence, c'était un récit. Je me suis penché en avant. Un indice destiné à être trouvé? Précisément. Parti délibérément. Et lorsqu'un criminel souhaite laisser un indice derrière lui, il faut toujours se demander, à qui était-il destiné? Holmes se leva, alluma sa pipe et commença à faire les 100 pas. Maintenant, examinons la distribution des personnages, d'accord? Qui parmi eux profite de la disparition du tableau ou du message que son absence envoie? J'ai pris la liste, et j'ai commencé à lire à haute voix Monsieur Graham Flitcroft, critique d'art, la quarantaine, connu pour sa prose acide et son penchant pour les critiques ruineuses. Il avait autrefois qualifié une acquisition de Lady Margrave de « tripe bourgeoise déguisées en symbolisme ». Motif? Mépris professionnel ou humiliation publique. Mademoiselle Isadora Yates, jeune peintre ambitieux dont la dernière exposition n'a pas réussi à attirer des ventes. Sa présence à la soirée de Lady Margrave était probablement une tentative de gagner les faveurs des clients. Un voleur? Moins probable, mais l'envie peut être un puissant facteur de motivation. Colonel Enoch Crowthorne, un gros homme d'une 60aine d'années, retraité de la cavalerie du Bengale. Un ami de longue date de feu Lord Margrave. Sa présence à l'événement était peut-être purement sociale, bien que Holmes ait marmonné quelque chose à propos du timing militaire dans sa barbe pendant que je lisais. Madame Lavinia Hart, écrivain pour la Cloche sociale, connue pour sa chronique Wit and Whispers, connue pour manier les potins comme un scalpel. Aurait-elle pu découvrir un secret que le tableau cachait? Monsieur Lionel Rusk, collectionneur d'art obscur, soi-disant connaisseur. Il semble que j'ai assisté à la soirée principalement pour évaluer les biens moins connus de Lady Margrave. Selon elle, il s'est attardé aussi bien sur le tableau manquant que sur la toile de Paon au clair de lune. Connaissance interne. Possible. Un intérêt acquisitif. Professeur Elliot Meerschaum, philosophe de l'esthétique, auteur de l'illusion du sens. Enclin aux remarques énigmatiques selon lesquelles l'art est un miroir de soi. Holmes haussa un sourcil à ce nom. Un idéologue, dit-il. Ils sont souvent les plus dangereux. Ils croient en leurs illusions. Et enfin, Dame Eugénia. Willoughby, une autre veuve de moyens, rivale occasionnelle de Lady Margrave dans les cercles de mécénat artistique. Une femme gracieuse avec un sourire aussi posé qu'un fleuret d'escrime. 7 personnes intéressantes, songea Holmes, et chacun soigneusement placé dans une galerie qui était autant une scène qu'une scène de crime. Il s'est tourné vers moi brusquement. « Vous souvenez-vous de ce que Lady Margrave a dit à propos du sujet du tableau ?»« Oui. Le cavalier rieur de Marlowe, peint en Inde pendant le service de son mari, jamais affiché publiquement. Cela avait une valeur sentimentale, rien de plus. » Holmes tapota le tuyau de sa pipe contre sa paume. Et pourtant il a disparu. Étrange, n'est-il pas, qu'un tableau que peu de gens avaient vu et encore moins compris devienne la cible unique. Pas de toile de signature, pas de Van Dyck, pas de Turner, juste un portrait militaire privé. C'est un personnel vol, Watson, pas criminel, mais psychologique. Il se dirigea vers la fenêtre, écartant le rideau, même s'il n'y avait rien à voir dans le brouillard. Nous devons leur parler, pas d'un seul coup, ni formellement. Non, nous devons les surprendre dans leurs réflexions, dans ce qu'ils choisissent de ne pas dire. Des entretiens, alors, j'ai dit. Oui.
commencez par Flitcroft et Miss Yates, l'un avec une plume qui blesse, l'autre avec des ambitions non satisfaites. Voyez quelle lumière il jette. Je prendrai le professeur Meerschaum et le colonel Crowthorne, opposés mais tous deux de fervents observateurs à leur manière. Et le reste? Nous laissons Lady Eugenia et Monsieur Rusk pour plus tard. Leurs masques sont trop finement travaillés pour être retirés du premier coup. Ce soir-là, nous avons pris des taxis séparés pour préserver la subtilité. Je me dirigeai vers le modeste appartement Holborn de Miss Isadora Yates, dont l'adresse avait été obtenue grâce au secrétaire particulier de Lady Margrave. La peintre m'a reçu avec une confusion polie. Elle ne s'attendait pas à la visite de l'associé de Holmes, mais elle s'est rapidement rétablie. Miss Yates était une femme mince d'environ 30 ans, avec des doigts calleux, des yeux perçants et une énergie nerveuse qui suggérait à la fois l'ambition et la prudence. « Vous êtes ici à propos du tableau, » dit-elle. « Bien sûr, tout le monde en parle déjà. » J'ai hoché la tête. « Vous connaissiez la pièce ? » « Je l'avais déjà vue une fois, » a-t-elle admis. « Lors d'une exposition privée l'année dernière, une composition plutôt rigide. Ce n'est pas mon style. Mais Lord Margrave l'a fait réaliser par un artiste colonial mineur dont le nom m'échappe. Et avez-vous passé du temps près d'elle lors de la soirée ? Elle hésita. Seulement en passant. Monsieur Rusk était là depuis des lustres. Il l'a pratiquement examiné comme un marchand de pierres précieuses. Pensez-vous qu'il aurait pu le vouloir ? Je pense que Monsieur Rusk veut tout ce qu'il ne peut pas posséder. Son ton était amer. C'est ce qui le rend puissant. Il acquiert des choses dont il n'a aucune utilité, juste pour les cacher aux autres. J'ai noté la remarque. Je l'ai remercié pour son temps et je me suis excusé. Alors que je me tournais pour partir, elle m'a appelé. « Dr. Watson, pensez-vous que quelqu'un l'a volé pour sa valeur ?»« Je crois que quelqu'un l'a volé pour une raison, » répondis-je. « La valeur est peut-être un mot trop simple. » De retour à Baker Street, Holmes revint quelques minutes après moi. Il accrocha son manteau et s'assit sans un mot, mettant son violon en place. Quelques pincements, puis un long et grave bourdonnement d'une corde de sol remplirent la pièce. J'ai attendu qu'il ait fini. « Bien ?» dis-je enfin. « Le colonel Crowthorne est bluffant et sentimental, » a déclaré Holmes. Il parlait avec enthousiasme du regretté Lord Margrave, mais s'intéressait peu à l'art. Il parlait du tableau manquant, comme du portrait de ce vieux soldat, et affirmait ne pas avoir remarqué sa disparition jusqu'à ce que le personnel le remarque. Pas notre homme. Et Meerschaum? Holmes fit une pause. Maintenant là est un esprit curieux. Il s'est montré lyrique sur les masques, l'identité et le rôle de l'absence dans la perception. Un homme qui pourrait commettre un crime et croire qu'il s'agit d'un acte philosophique. Il posa le violon. Mais le moment le plus révélateur est survenu lorsque je lui ai demandé s'il admirait la toile du pont. Il a répondu « Non, monsieur Holmes, j'ai admiré le mur, sous-île. » J'ai froncé les sourcils. « Qu'est-ce que ça veut dire ?»« Exactement ce que j'ai l'intention de découvrir, » a déclaré Holmes avec un sourire qui annonçait toujours un danger ou un génie. Il revint à la liste et traça une seule ligne sous un nom, Professeur Elliot Meerschaum. Il ne s'agit pas seulement de ce qui a été volé, a déclaré Holmes. Il s'agit de quoi reste. Le lendemain matin, un soleil hésitant perçait le brouillard en faisceau incliné, projetant une couche dorée sur les toits humides de la ville. Baker Street, bien que plus calme que d'habitude, bourdonnait faiblement du bruit des voitures et des laitiers. Holmes s'était levé tôt, plus tôt encore que sa routine énigmatique et habituelle, et je le trouvais déjà habillé, ses yeux scrutant le paysage. Nouvelles illustrées de Londres avec un désintérêt évident. Le journal gisait oublié sur la table du petit-déjeuner à côté d'une tasse de café à moitié bu, qui m'en disait bien plus que son silence. Il attendait que quelque chose se résolve dans son esprit labyrinthique. « J'ai pris une décision, » annonça-t-il en pliant soigneusement le papier. « Nous retournons à la Peacock Gallery. »« Dos » répétai-je, toujours en beurrant. « Mon toast. Pensez-vous que la scène de crime offrira plus que ce qu'elle a déjà ?»
Holmes m'a jeté un regard en coin. Watson, tout nous devons savoir est déjà sur les lieux. Nous étions tout simplement aveugles, pris dans le drame du tableau disparu. Mais rappelez-vous ce que Meerschaum a dit, qu'il admirait le mur sous la toile. Exactement. Une déclaration qui peut être rejetée comme étant une absurdité prétentieuse, à moins, bien sûr, qu'il essayait de dire moi quelque chose. Je pose mon thé. Tu penses qu'il y a quelque chose de caché sur le mur lui-même? Je pense que la véritable image est peut-être celle qui a été jamais encadrée. Lady Margrave nous reçut avec un mélange de surprise et d'inquiétude voilée. Même si elle est restée impeccablement calme dans sa tenue de deuil, j'ai remarqué le léger tremblement dans sa voix lorsque Holmes m'a expliqué son désir d'examiner à nouveau la galerie, seul si possible. « Bien sûr, monsieur Holmes, » dit-elle après une pause. « J'ai demandé au personnel de ne pas vous déranger, même si je ne peux pas imaginer ce qui reste à découvrir. Parfois, » répondit doucement Holmes, « les détails les plus importants sont ceux qui restent. » Nous sommes rentrés dans la Peacock Gallery. La lumière de l'après-midi filtrait à travers les hautes fenêtres dans un silence tamisé, adouci par des rideaux de gaz qui tremblaient au gré du mouvement de l'air. La pièce était telle que nous l'avions laissée, impeccable, immobile et obsédante dans son vide tranquille. Le cadre qui tenait autrefois le cavalier rieur de Marlowe restait monté comme un reliquaire dépouillé de sa relique. Holmes l'aborda avec une solennité inhabituelle. « Il y a une symétrie dans des crimes comme celui-ci, » a-t-il déclaré, en inspectant une fois de plus le cadre vide. Un rythme. Le retrait d'un objet peut être tout aussi précis que son placement. Considérez la possibilité, Watson, que le tableau n'ait jamais été le cible, mais plutôt le voile. Il s'approcha du mur et ôta ses gants. « Donnez-moi la lampe. » J'ai récupéré une des lampes à huile de la galerie sur le piédestal voisin et je la lui ai tendue. Holmes a rapproché la lumière du mur nu à l'intérieur du cadre. Son souffle s'embrumait légèrement à cause de l'air frais. Puis, presque imperceptiblement, il se pencha. « Là. Que vois-tu » Holmes fouilla dans son manteau et en sortit une petite brosse plate qu'il passa doucement sur le mur de couleur crème pâle. La poussière remua. Puis, comme si quelque chose émergeait du brouillard, une légère tache apparut. Il continua le brossage, minutieux et méthodique. « Watson, va chercher cette petite bouteille dans mon sac. La verte, je l'ai fait. » Holmes le déboucha et tamponna un chiffon avec un liquide, clair qui dégageait une légère odeur de citron et de graines de lin. Alors qu'il essuyait doucement la surface, un motif commença à émerger. Non pas une peinture cachée, mais en écrivant à peine perceptible, écrit au fusain pâle ou avec un pigment soluble dans l'eau depuis longtemps fanée. Une seule phrase, apparaissant lentement comme un murmure fantomatique sur le plâtre. Il vit dans des miroirs. J'ai senti un frisson parcourir ma colonne vertébrale. Holmes resta immobile, les lèvres pincées, les sourcils plissés tandis que la phrase devenait parfaitement lisible. « Eh bien, c'est plutôt théâtral. » dis-je, ne sachant pas si je devais être impressionné ou énervé. Holmes se tourna vers moi les yeux brillants. Théâtral, oui, mais pas dénué de sens. C'est un chiffre, ou plus précisément un indicateur. Vers quoi? Envers quelqu'un qui se livre à des réflexions, à des tromperies. Quelqu'un qui construit une réalité, uniquement pour observer comment les autres y réagissent. Réfléchissez, Watson. Qui parmi nos suspects voit le monde à travers l'illusion, à travers l'interprétation? J'ai répondu instinctivement. Professeur Meerschaum. Holmes hocha la tête une fois. En effet, il vit dans des miroirs. Cela pourrait être une métaphore, ou cela pourrait être littéral. Il s'éloigna du mur et examina la pièce comme s'il la voyait sous un nouveau jour. Et si le tableau n'était pas volé pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il cachait? Vous suggérez qu'il y a peut-être eu quelque chose derrière le tableau? Précisément. Un message, un secret, peut-être même une autre œuvre, dissimulée et oubliée. Holmes se déplaça soudain vers l'extrémité opposée de la galerie et étudia les peintures restantes, chacune suspendue avec les mêmes crochets dorés et le même support en velours. Il a examiné le paon clair de l'une toile avec un soin particulier,
puis les luminaires de la galerie, qui m'ont semblé étranges. Après plusieurs minutes d'examen silencieux, il recula. « Il y a un alignement ici », a-t-il déclaré. Une symétrie. Le tableau manquant faisait directement face à celui-ci. Les deux étaient accrochés à des axes. Je soupçonne que leur positionnement n'était pas un hasard. Holmes se tourna vers moi, la voix plus basse. « Maintenant, nous devons tester une théorie. Vous souvenez-vous que Miss Yates a mentionné que Rusk avait examiné ce tableau attentivement? Elle a dit qu'il l'avait inspecté comme s'il s'agissait d'un joyau. Alors supposons qu'il n'admirait pas la surface, mais qu'est-ce qu'il y avait là? Ça-t-il? Holmes récupéra sa loupe et s'accroupit devant le paon clair de l'une toile. Il scruta les coins, le cadre, jusqu'à la poussière coincée entre le mur et le bois. Puis, avec un léger claquement de langue, il montra du doigt. Voilà, une trace de résidu. Quelque chose a été manipulé récemment. Il a jeté un coup d'œil autour de lui, puis m'a fait signe de lui apporter un couteau plat parmi les outils disposés par le restaurateur de la galerie et que Lady Margrave avait mis à notre disposition. Avec le plus grand soin, il inséra la lame derrière la toile, non pas pour l'abîmer, mais pour tester. La lame rencontra une résistance, quelque chose de solide derrière le tissu. Holmes a entièrement retiré le tableau, révélant un renfoncement peu profond creusé dans le mur. À l'intérieur, enveloppé dans une toile cirée et rentré avec une précision militaire, se trouvait un mince in-folio relié en cuir foncé. Holmes l'extrait soigneusement et le déballa sur un piédestal voisin. À l'intérieur se trouvaient des papiers délavés, cassants et écrits par deux mains distinctes. Holmes parcourut quelques lignes, son expression se durcissant. « Qu'est-ce que c'est ?» j'ai demandé. « Correspondance. Certains de Lord Margrave. Certains de quelqu'un d'autre. Ils discutent d'expéditions, de lieux, des noms qui n'ont pas leur place sur les lèvres d'un officier décoré. Vous soupçonnez de l'espionnage? Non, pire, ce sont des aveux, ou un relevé de transactions. Au cours de ces années militaires, Lord Margrave a peut-être fait du trafic d'antiquités de contrebande, peut-être plus. Ces documents impliquent non seulement lui-même, mais au moins une autre personne. Au MS, Holmes souleva une page et tapota une signature avec son doigt. Lionel Rusk. Nous sommes restés silencieux. Dehors, le brouillard avait recommencé à s'épaissir, se pressant contre les fenêtres comme une foule de visages invisibles. Enfin, Holmes reprit la parole, doucement mais avec urgence. Cette affaire ne concerne plus l'art, Watson. Elle concerne la réputation, le chantage et une histoire que quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour effacer. J'ai jeté un coup d'œil vers le cadre vide et le cavalier qui rit. Un leurre, un symbole, ou peut-être quelque chose de plus accablant encore. Je crois que son retrait était une tentative d'empêcher sa découverte. Mais la vraie question est la suivante. Rusk l'a-t-il volé pour se protéger ou est-ce que quelqu'un d'autre l'a fait pour le ruiner? Lorsqu'on côtoie Sherlock Holmes au cours d'une affaire, on apprend vite à interpréter les silences comme faisant partie du dialogue. Ce soir-là, alors que nous étions assis l'un en face de l'autre à la lumière vacillante de la lampe de notre salon du 221B Baker Street, je savais qu'il valait mieux ne pas interrompre sa méditation. Le folio récupéré derrière le paon. Clair de lune. La toile était ouverte entre nous, son contenu partiellement déchiffré et soigneusement réorganisé par Holmes dans un nouvel ordre qui, à mes yeux, semblait aléatoire, mais qui, à ses yeux, révélait sans aucun doute une structure plus profonde. Il tapota doucement une lettre avec son long index. « Ceci, murmura-t-il, n'est pas simplement une question de savoir ce qui a été volé, Watson, mais ce qui menaçait d'être exposé. » La lettre en question portait la signature de Lionel Rusk. Il était daté d'environ 8 ans et rédigé dans des termes concis et pragmatiques, même si ses implications étaient loin d'être bénignes. Rusk, alors impliqué dans une entreprise d'importation basée à Bombay, semblait avoir collaboré avec Lord Margrave pour acquérir et vendre discrètement
des antiquités illicites obtenues par des voies non officielles pendant leur séjour en Inde. Mais qu'est-ce qui permettrait à Lord Margrave, lui ai-je demandé, un homme de réputation, d'honneur et de service militaire, de participer à de telles transactions? Désir, répondit Holmes, pas pour l'argent peut-être, mais pour l'héritage. Les hommes d'influence ne sont pas à l'abri de la vanité. Une idole rare, un manuscrit volé. De tels trophées auraient pu ajouter de l'éclat à sa collection privée, à son nom dans certains cercles. Mais de tels secrets ont des bords tranchants. Et Biscotte? Holmes sourit faiblement. Rusk est tout plus pragmatique, un collectionneur doté d'instinct d'acquisition et de la flexibilité morale d'une araignée. Il considère les objets uniquement comme des moyens de pouvoir, de levier, de prestige. Si ces documents étaient révélés, sa position dans le monde de l'art s'effondrerait. Il se pencha en arrière, les doigts croisés. Ce qui nous amène au vol. Si Rusk craignait d'être découvert, il a peut-être volé le tableau pour récupérer ou détruire les papiers cachés derrière. Mais c'est là que réside un problème, Watson. J'ai haussé un sourcil. Qu'est-ce que c'est? Le folio était pas derrière le tableau. C'était derrière le autre toile-pan clair de lune. Donc soit Rusk a fait une erreur, soit ce n'est pas lui qui a volé le cavalier. Holmes se leva brusquement et se dirigea vers la cheminée, les yeux brûlants d'un nouvel intérêt. Cela ouvre une théorie bien plus convaincante. Le vol n'était pas un acte de soi-protection, mais un message. Une provocation. Quelqu'un d'autre a trouvé le folio en premier et le tableau a été retiré. Après, pour brouiller les traces, ou pour ébranler Rusk, j'ai froncé les sourcils. Mais qui voudrait le secouer? Holmes se tourna, la voix basse. Quelqu'un avec une vendetta. Quelqu'un qui croyait qu'il était préférable de dévoiler la vérité à travers l'art, plutôt que de l'exposer devant les tribunaux. Le lendemain, Holmes a organisé une réunion privée avec Lionel Rusk. L'homme est arrivé peu après 3 heures, enveloppé dans un pardessus à col de fourrure et laissant échapper une odeur d'eau de Cologne coûteuse. Il était dans la cinquantaine, rasé de près, avec une mâchoire carrée et des yeux trop vigilants pour vraiment se reposer. Il se déplaçait comme une personne habituée à contrôler les conversations, les personnes, les résultats. Il accepta le thé, mais l'ignora complètement une fois assis. « J'ai entendu dire que Lady Margrave était toujours hors d'elle, » dit doucement Rusk. « C'est dommage pour le tableau. Le sentiment nous rend tous un peu insouciants, je suppose. » Holmes ne broncha pas. « Savez-vous qui a pu le prendre? Je ne présumerai pas, » a déclaré Rusk avec un haussement d'épaules qui frôlait le théâtre. La sécurité devait faire défaut, même si j'ai remarqué quelques visages inconnus ce soir-là. « Inconnus ?» répéta Holmes. « On m'a dit que la liste des invités était limitée à son cercle connu. »« Ah, mais vous savez comment fonctionne la société. Les invitations changent de main. Un plus un devient une troisième roue. Je ne serais pas surpris si quelqu'un entrait qui ne figurait pas sur le registre officiel. »« Une théorie pratique. » murmura Holmes. Rusk se pencha en avant, une lueur d'irritation derrière les yeux. « Si vous pensez que j'ai quelque chose à voir avec le vol, monsieur Holmes, vous perdez votre temps. Je collectionne, je ne sais pas. Voler. Et je ne risque certainement pas de me retrouver devant un portrait militaire décoloré. » Holmes sortit un bout de papier et le lui tendit. C'était une copie d'une des lettres du folio, avec la signature de Rusk soigneusement reproduite en bas. Le teint de Rusk changea subtilement. Pas de halètement, pas de déni, seulement un pincement des lèvres. « Vous avez creusé, » dit-il. « Oui, » répondit Holmes, « et j'ai trouvé plus que de la terre. Dites-moi, saviez-vous que ces lettres étaient cachées derrière un tableau ?» Rusk ne dit rien pendant plusieurs instants. Puis, avec un calme soigneusement mesuré, il dit « J'ai longtemps cru que ces documents étaient détruits. Lord Margrave m'a assuré, avant sa mort, qu'ils n'existaient plus. Mais tu craignais le contraire. J'avais des soupçons, a admis Rusk. Nous avons tous des fantômes, monsieur Holmes. Le mien porte des turbans et s'assoit derrière les comptoirs des douanes. » Holmes plissa les yeux. « Et quand avez-vous vu le tableau pour la dernière fois »
Pas depuis la fête. Je l'ai examiné. Oui, j'ai admiré le pinceau, mais je n'y ai jamais touché. Vous êtes resté un bon moment. La curiosité d'un collectionneur. Ou l'angoisse d'un homme qui se demande ce qui se cache derrière la toile, Rusk eut un léger sourire. Vous êtes intelligent, Holmes. Mais même vous devez admettre que si j'avais su où se trouvait le folio, je l'aurais pris. Pas le portrait. Tu l'as dit toi-même, ce n'était pas caché, là. Holmes hocha lentement la tête. Donc vous prétendez n'être impliqué dans aucune implication. Aucun. Mais je vais vous dire ceci. Si quelqu'un essaie de me ruiner, il ne fait que commencer. Il se leva et boutonna son manteau. Je vous suggère de les trouver avant qu'ils ne me décrivent comme le méchant. Plus tard dans la soirée, Holmes et moi avons visité Scotland Yard. L'inspecteur Lestrade, toujours à la fois sceptique et curieux à l'égard du travail de Holmes, avait suivi des rapports faisant état d'objets du marché noir et de contrefaçons. Bien que le folio lui-même n'ait pas encore été divulgué aux autorités, Holmes a demandé à Lestrade son point de vue sur Lionel Rusk. Astucieux, il garde les mains propres, laisse les autres faire son sale boulot, dit Lestrade en allumant une cigarette. Il n'a jamais été officiellement inculpé, mais son nom apparaît là où il ne devrait pas, dans les registres, comptables, dans les réseaux de contrebande, chez les antiquaires qui, d'une manière ou d'une autre, mettent la main sur des choses auxquelles aucun musée ne toucherait. Aurait-il le culot de cambrioler une galerie? J'ai demandé. Peut-être, Lestrade haussa les épaules, mais seulement si la récompense valait le risque. Cela dit, il a un alibi. La galerie Margrave a demandé à plusieurs invités de confirmer qu'ils n'avaient pas quitté la salle de réception au moment où le vol a probablement eu lieu. Holmes hocha la tête. Alors notre coupable n'est peut-être pas Rusk, mais quelqu'un qui recherchait nous faire penser que c'était lui. Un travail de charpente? Demanda Lestrade. Littéralement, répondit Holmes. De retour à Baker Street, Holmes dressa une courte liste de nouvelles demandes. Un nom en particulier avait été encerclé 2 fois. Mademoiselle Isadora Yates. Elle était présente, a expliqué. Holmes, elle avait une raison d'en vouloir au cercle d'élite qui l'excluait, et elle était extrêmement attentive à savoir qui examinait le tableau et quand. Vous pensez qu'elle pourrait être la saboteuse? Je crois, dit Holmes. Quelle est peut-être la hauteur? Rappelez-vous la phrase sur le mur. Il vit dans des miroirs. La métaphore d'un artiste. Son médium est la peinture, mais son message est peut-être bien plus précis. J'ai regardé. Tu veux dire que le message était le sien? Peut-être. Elle a peut-être trouvé le folio, l'a caché à nouveau, et a organisé le vol pour impliquer Rusk, ou pour déclencher cette même enquête. Mais pourquoi? Holmes se tourna vers la fenêtre, les yeux perdus dans le crépuscule tourbillonnant. Parce qu'elle croit que l'art doit refléter la vérité, et cette vérité a été enfouie derrière un mensonge. Il ferma les rideaux. Demain, Watson, nous rendrons visite à Miss Yates, non pas en tant qu'enquêteur poli, mais en tant que chercheur de révélations. Le lendemain matin, nous nous sommes retrouvés dans une rue sans prétention près de Gray's Inn Road, la bruine sourde de l'automne ajoutant de l'éclat au pavé, alors que nous nous dirigions vers le modeste studio de Miss Isadora Yates. Holmes se déplaçait avec une précision vive, ses mains gantées étroitement serrées derrière son dos, ses traits arborant l'expression froide et illisible qui précédait si souvent une percée ou une confrontation. « Watson !» murmura-t-il, alors que nous montions l'étroit escalier menant au 3e étage. Dans les crimes de dissimulation, le pinceau cache souvent plus qu'il ne révèle. Je suppose que vous ne croyez plus que Miss Yates n'est qu'une simple spectatrice mécontente. Je crois, dit Holmes en s'arrêtant sur le palier, qu'elle a peint un récit plus complexe que n'importe quelle toile de cette galerie. Nous avons trouvé Miss Yates seule, assise devant un chevalet, une étude à moitié terminée représentant une jeune femme prenant forme sous son pinceau. Elle leva les yeux, pas surprise, mais légèrement méfiante. Je ne m'attendais pas à une 2e visite sitôt, a-t-elle déclaré. Est-ce un appel social?
Malheureusement non, répondit Holmes avec un signe de tête courtois. Pouvons-nous vous parler franchement, Miss Yates? Elle posa son pinceau avec l'assurance de quelqu'un qui se prépare à une tempête. Je soupçonne que vous parlerez franchement, que j'y consente ou non. Holmes sourit faiblement. En effet. Puis-je? Il désigna un petit bureau à huile installé près de la cheminée. Il représentait un seul œil avec des détails étonnants, lumineux, désincarné et encadré dans un lavis de bleu. L'élève semblait nous suivre à travers la pièce. « Une belle pièce, remarqua-t-il. Une parmi tant d'autres que personne n'exposera, dit-elle sèchement. Et pourtant vous avez assisté à la réunion de Lady Margrave pour vous faire connaître. Ou simplement regarder, dit-elle. Holmes se tourna vers elle. Et est-ce que tu vois quelque chose ce soir-là, quelque chose que tu n'étais pas censé faire? Sa posture se raidit, ne serait-ce que subtilement. J'ai vu Monsieur Rusk s'attarder plus longtemps qu'il n'aurait dû devant le tableau du cavalier. Il ne l'admirait pas, il l'inspectait. Tu me l'as déjà dit, intervins-je. Ce que tu n'as pas dit, c'est pourquoi tu me l'as dit. Elle regarda Holmes. Tu penses que j'ai orchestré. Ça, je pense, répondit-il en s'approchant, vous avez peut-être découvert quelque chose. Et au lieu de vous tourner vers les autorités, vous avez rédigé votre propre réponse. La phrase « Il vit devant des miroirs », c'est le tien, n'est-ce pas? Silence. Elle croisa les bras mais ne le nia pas. Vous l'avez laissé en sachant que quelqu'un finirait par le trouver, a poursuivi Holmes. Un message non seulement sur la tromperie mais aussi sur la révélation. Vous n'essayez pas de résoudre le vol, vous provoquiez un règlement de compte. Sa voix, lorsqu'elle parla enfin, était tendue par la retenue. Il y a 3 semaines, je dessinais dans la galerie. Lady Margrave autorise les artistes à y étudier, pendant les heures calmes. Je me suis penché trop près du mur derrière le cavalier et j'ai senti une légère fissure dans le plâtre. Vous avez ouvert la cavité? Oui. Il y avait le folio. J'ai lu suffisamment pour comprendre son importance. Rusk, Lord Margrave. Il déplaçait des antiquités volées, des objets sacrés volés dans les temples et les cimetières, et maintenant ils sont exposés dans les salons et les cabinets de collectionneurs. Avez-vous pris le folio? Non, je l'ai réemballé, je ne savais pas quoi faire. Je suis un artiste, pas un croisé, mais je ne pouvais pas non plus l'ignorer. C'est à ce moment-là que j'ai peint le message sous le cavalier. J'ai utilisé un pigment soluble. Il n'apparaîtrait que lorsque le mur serait nettoyé. Ce que vous aviez prévu se produirait après le retrait du tableau. Elle hocha la tête. J'espérais que quelqu'un comme vous le verrait. Je ne m'attendais pas à ce que le tableau soit volé. Les yeux de Holmes se sont aiguisés. Alors OMS, vous l'avez volé, Miss Yates. Si ce n'est vous qui en savez assez pour agir. Je ne l'ai dit à personne, a-t-elle insisté. Mais quelqu'un d'autre devait le savoir. OMS, elle hésita. Peut-être le professeur Meerschaum. Le philosophe, il m'a parlé après la réception de manière très énigmatique. Il a dit que la vérité est mieux visible lorsque l'art est absent. Je pensais qu'il faisait simplement preuve de poésie, mais maintenant je me demande. Holmes recula, son expression illisible. Vous comprenez, Miss Yates, qu'en cachant ce que vous avez trouvé, vous êtes devenu complice de la dissimulation que vous vouliez perturber. Sa voix devint froide. Et si j'étais allé voir la police, une personne comme moi, contre un collectionneur ayant des liens au Parlement, et la veuve d'un noble, il m'aurait enterré ainsi que la vérité. Holmes resta silencieux un moment, puis doucement, et le tableau. Je ne sais pas, je le jure. Holmes hocha la tête une fois. Merci, Miss Yates. Nous ne vous dérangerons pas davantage aujourd'hui. Alors que nous sortions dans la pluie grise, je me tournai vers lui. La croyez-vous? Oui, dit-il. Mais, plus important encore, quelqu'un d'autre l'a fait aussi. Quelqu'un qui l'a observé, l'a suivi ou est arrivé à la même conclusion de manière indépendante. Et Meerschaum? Holmes est là un taxi. Nous lui rendrons visite ensuite. Le professeur Elliot Meerschaum résidait dans une étroite maison mitoyenne à Bloomsbury, aux fenêtres bordées de bougies à moitié brûlées
et aux étagères remplies de plus de volumes qu'un homme ne pourrait raisonnablement lire au cours de sa vie. Une femme de ménage décharnée nous a répondu à la porte et nous a informé que le professeur nous recevrait dans son bureau. Il attendait, assis sur une chaise à haut dossier près du feu, les mains posées sur la tête d'une canne en forme. « Touroboros, monsieur Holmes !» dit-il avec un léger sourire. « Et le docteur Watson, j'ai eu le curieux sentiment que je pourrais vous revoir. » Holmes s'assit. « Vous étiez à la galerie la nuit où le tableau a disparu. Vous vous êtes attardé, me dit-on, avant pas en clair de lune. Pourquoi ? Je trouve le contraste entre la beauté et la fausseté fascinant, a répondu Meerschaum. Une peinture d'oiseau qui ne chante pas, rendue dans un style qui cache plus qu'elle ne montre. Vous avez fait une remarque, dit Holmes à Miss Yates. La vérité est mieux visible lorsque l'art est absent. Que voulais-tu dire? Les yeux du professeur brillaient. Quand on supprime la distraction, l'essence reste. Nous passons notre vie à regarder des images, des mensonges peints. Mais retirez-les, et vous découvrirez peut-être le mur brut derrière elles, des cicatrices de la pourriture, ou peut-être un secret. Holmes ne bougea pas. Vous saviez qu'il y avait quelque chose derrière ce tableau. Je m'en doutais. Miss Yates n'est pas une femme subtile malgré son talent. Elle s'est attardée trop longtemps. Elle a posé trop de questions. Il n'est pas nécessaire de pénétrer par effraction dans un coffre-fort pour savoir qu'un trésor s'y trouve. Et pourtant, dit Holmes, vous n'avez pas agi. Meerschaum pencha la tête. Qu'est-ce qui vous rend si sûr? La voix de Holmes était basse, parce que celui qui a retiré le tableau savait précisément ce qu'il faisait. Aucun dommage au cadre, aucune poussière déplacée, aucun déclencheur d'alarme, une main professionnelle ou ayant accès. Les yeux de Meerschaum se plissèrent. « Je ne suis pas un voleur, monsieur Holmes. »« Non, dit Holmes, mais tu es peut-être un instigateur. » Meerschaum sourit. « Serait-il si mal de provoquer un peu de justice? Si la loi ne révèle pas la corruption, alors peut-être que le théâtre du scandale devrait suffire. » Holmes se leva. « Merci, professeur. Votre franchise est appréciée. » Alors que nous retournions au taxi, je me tournai vers Holmes. « Vous pensez qu'il savait? » « Sans aucun doute, répondit Holmes. Mais je doute qu'il ait retiré le tableau lui-même. Il manque de précision. Pourtant, je crois qu'il a semé la graine chez Miss Yates ou chez quelqu'un d'autre. La question est maintenant, qui a agi en conséquence? Nous sommes retournés à Baker Street alors que le ciel s'assombrissait encore. Holmes n'a pas parlé pendant plusieurs heures. Il était assis immobile sur sa chaise, la lumière du feu vacillant sur son visage. Puis brusquement il se leva. « Watson, je dois tester une théorie, ce soir. » Il attrapa son manteau et une petite valise sous le buffet. « Où allons-nous » j'ai demandé. « À la galerie de Lady Margrave. Mais c'est fermé. » « Exactement. » Il m'a regardé, les yeux allumés par cette étincelle dangereuse que je connaissais trop bien. Je crois que le tableau n'a jamais été poussé loin. La nuit avait de nouveau englouti Londres, et le brouillard épais recouvrait Belgravia comme un manteau de secret. Une légère bruine dessinait les pavés alors que Holmes et moi approchions de la maison de Lady Margrave sous le couvert de l'obscurité. La Peacock Gallery, à l'arrière de la résidence, était notre cible, non pas avec des mandats ou des lanternes, mais avec le silence, le calcul et le genre d'urgence que Holmes réservait au tournant. Lady Margrave avait consenti à notre visite clandestine, même si sa note écrite était prudente. Vous pouvez entrer par la porte du conservatoire. Mon personnel a reçu pour instruction de ne pas intervenir. Faites attention, il y a plus en jeu que la réputation. Ce qu'elle voulait dire exactement par là n'a pas été dit. Mais la réaction de Holmes à sa formulation avait été révélatrice. Il n'avait pas souri, il avait simplement hoché la tête, comme si quelque chose en lui venait de se mettre en place. La porte de la véranda s'est ouverte sous la manipulation habile par Holmes d'une clé qui lui avait été envoyée plus tôt dans la journée. Nous avons traversé le couloir sombre, nos pas étouffés par d'épais tapis persans, et sommes entrés dans la galerie en silence. L'air était frais et calme.
Le cadre vide pendait toujours comme une silhouette fantomatique sur le mur du fond, et les toiles restantes avaient été enveloppées pour la nuit. Seule une applique murale brillait faiblement, projetant des ombres allongées sur le plancher. Holmes n'a pas perdu de temps. Il se dirigea directement vers le cadre du tableau manquant, puis s'écarta pour examiner les panneaux environnants. Je l'ai regardé taper doucement sur les lambris, écoutant attentivement. À 2 reprises, il s'arrêta, retira sa loupe et inspecta les minuscules traces de poussière près du coin. Puis, sans un mot, il se dirigea vers le piédestal sous, le paon clair de l'une peinture, maintenant nu après son retrait. Agenouillé à côté, il passa sa main sous la base. « Là », murmura-t-il, je l'ai rejoint. Il avait trouvé un renfoncement dissimulé, intelligemment intégré au socle en boisse. À l'aide d'une fine lame, il desserra le panneau et en retira un paquet plat enveloppé de ciré. Son poids nous disait ce que nous devions savoir. Holmes le déballa lentement, et là, comme s'il n'avait jamais disparu, se trouvait le tableau manquant. Le cavalier rieur de Marlowe. Le cadre doré était intact, la toile non coupée, les couleurs préservées. Holmes l'étudia attentivement, soulevant le bord avec ses doigts gantés et examinant l'arrière. Un numéro était faiblement gravé sur le châssis en bois. 17 même PG. Est-ce authentique? J'ai demandé. Oh, tout à fait, répondit Holmes. Ce n'est pas un faux. C'est l'original caché, non supprimé. Mais pourquoi? Pourquoi organiser un vol pour le dissimuler dans la même galerie? Holmes ne répondit pas immédiatement. Il sortit le tableau du paquet et le plaça soigneusement sur le piédestal en le calant contre la base. Puis, reculant, il regarda à travers la pièce, vers le mur où il était autrefois accroché. Et j'ai vu, pour la première fois, ce qu'il a vu. Quand ce tableau est en place, dit tranquillement Holmes, on ne peut pas voir la cheminée dans le reflet de la lumière. Paon clair de lune toile. J'ai cligné des yeux. Réflexion. Précisément. Lumière, angle, position. La galerie a été conçue comme une chambre d'énigmes visuelles. Et lorsque le tableau était en place, il empêchait la surface en forme de miroir du tableau du pan de refléter une ligne de vue très spécifique. Il s'est tourné vers moi, les yeux brillants. Watson, le vol ne concernait pas le folio. Il ne concernait même pas le tableau lui-même. Il s'agissait de ce que le tableau bloquait. Mon esprit s'est emballé. Vous pensez que quelqu'un avait besoin de voir quelque chose que le tableau masquait? Oui. Sous un angle précis, peut-être. Seulement pendant la nuit, lorsque l'éclairage est parfait. Il traversa la pièce, ajusta légèrement la position de l'applique et me demanda de me tenir près du mur latéral. Maintenant, regardez vers le cadre le plus éloigné, juste là. Que voyez-vous? J'ai obéi, et soudain, dans le faible reflet, projeté sur le panneau de verre de la vitrine opposée, j'ai vu quelque chose d'étrange, une faible lueur, un éclat de lumière qui ne provenait d'aucun luminaire visible. Il y a quelque chose derrière le panneau, dis-je. Holmes bougeait déjà. Avec précaution, il écarta le tapis suspendu à côté de la bibliothèque qui flanquait le mur, nord de la galerie. En dessous, cachée au ras du lambris, se trouvait une étroite porte en fer, pas plus de 3 pieds de haut. Elle était fermée à clé, bien sûr, mais le type de serrure que Holmes considérait comme une invitation, polie plutôt que comme un moyen de dissuasion. En moins d'1 minute, il l'ouvrit. La porte s'ouvrit vers l'intérieur avec un gémissement. Derrière se trouvait un couloir étroit, ressemblant davantage à un passage de service. Il descendait légèrement, s'incurvant vers l'arrière du domaine. Nous avons suivi sa longueur sur une 20aine de mètres jusqu'à ce qu'elle aboutisse à une autre porte, celle-ci en bois, avec des charnières en laiton et une odeur incomparable de vieux papier qui s'échappait de sous son seuil. Holmes l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvait une chambre simple, bordée de briques et sèche. D'un côté se trouvaient des rangées de caisses et de classeurs recouverts de toile. De l'autre, une vitrine contenant une 12aine d'objets non répertoriés, des idoles en bronze.
manuscrits en tamoul et en persan, 2 statues en ivoire. Holmes inspira profondément. Et c'est donc là le vrai secret. Les archives privées de Lord Margrave, murmurai-je, trésor de contrebande, preuve. Cachées pendant des années, et protégées par une astuce architecturale, a déclaré Holmes. Seuls ceux qui connaissaient les angles de la galerie se rendraient compte que le tableau masquait la source de lumière qui trahissait la position de cette chambre. Retirer le tableau et la lueur réfléchie révélaient les contours de cette voûte cachée. Il s'est tourné vers moi, grave maintenant. Rusk n'a pas volé le tableau. Il ne l'aurait jamais caché ici, mais quelqu'un l'a fait. Quelqu'un qui voulait exposer cette pièce en enlevant le voile. Yacht. Holmes secoua la tête. Non. Elle a peut-être découvert le folio, mais cela exigeait une connaissance de la disposition du bâtiment, une perspicacité architecturale, et un motif bien plus profond qu'une simple protestation. Je l'ai regardé. Vous voulez dire Lady Margrave? Pas directement, a déclaré Holmes, mais peut-être quelqu'un de proche. Quelqu'un qui a accès, qui a des sentiments et qui a une raison de trahir une histoire familiale soigneusement préservée. Nous avons refermé la chambre cachée et sommes retournés à la galerie, cachant toute trace de notre intrusion. Holmes n'a fait aucune mention de ce que nous avions vu dans le folio ou dans le coffre-fort. Pas encore. Au lieu de cela, il a remplacé le cavalier, qui rit dans son ciré, et le glissa sous son manteau. Nous le rendrons, a-t-il déclaré, quand le moment sera venu, mais pas avant d'avoir confirmé un dernier morceau. Et où le trouveras-tu? Dans le salon de Lady Margrave. Ce matin-là, nous sommes retournés à Belgrave Square, à une heure plus civilisée. Lady Margrave nous reçut avec calme et dignité, même si son expression faiblit un bref instant lorsque Holmes présenta le paquet emballé. « Vous l'avez trouvé ?» dit-elle, à peine au-dessus d'un murmure. « Je l'ai fait, » a répondu Holmes. « Dans votre propre galerie. » Elle n'a pas répondu immédiatement. « Vous saviez qu'il n'avait pas été volé, » a-t-il poursuivi, « parce que vous soupçonniez la véracité du coffre-fort, que l'héritage de votre défunt mari n'était pas aussi pur qu'il l'autorisait. » Elle s'assit lentement, les yeux lointains. « Je m'en doutais, » a-t-elle admis, « mais je ne l'ai jamais vu. Je n'ai jamais recherché à. La galerie était son sanctuaire. Je l'ai laissée intacte après sa mort, mais lorsque le tableau a disparu et que la police a été appelée, j'ai eu peur que cela conduise à quelque chose d'enterré. « Qui d'autre le savait ?» demanda Holmes. Elle hésita. « Mon neveu, Julian. Il a grandi dans cette maison. Il a aidé à concevoir certaines parties de la galerie lors de sa rénovation. Il adorait son oncle, mais après sa mort, je crois qu'il a commencé à creuser. Tranquillement, discrètement. Je lui ai dit de la laisser reposer. Et il a refusé. » Elle hocha la tête. « Il croit que l'histoire doit être honnête, aussi douloureuse soit-elle. J'avais peur qu'il fasse quelque chose d'imprudent. » Holmes se leva. « Merci, Lady Margrave. Cela confirme tout ce dont j'ai besoin. » Alors que nous retournions vers Baker Street sous un ciel fendu de lumière froide, je me tournai vers Holmes. Donc c'était le neveu? Il a enlevé le tableau, révélé le coffre-fort, exposé la vérité? Holmes hocha la tête, et il l'a fait sans dire un mot. Pas de presse, pas de scandale, juste un acte discret d'effacement. Il avait l'air pensif. Parfois, « Watson, la justice n'est pas une question de poursuite, mais de révélation. La galerie n'a pas été cambriolée. Elle a été démasquée. Il y a un calme particulier dans Baker Street lorsque le brouillard est trop bas pour que les lampes puissent le traverser, lorsque même le bruit des sabots semble hésiter à s'immiscer dans le calme. C'est lors d'une telle nuit, suite à notre révélation dans la maison de Lady Margrave, que Holmes resta assis dans nos chambres pendant des heures, sans parler, ses longs doigts repliés sous son menton, le regard fixé sur le feu. Dehors, les becs à gaz brillaient faiblement dans la brume, comme des phares fantomatiques. À l'intérieur, l'air était tendu de pensée. « Qu'est-ce qui vous intrigue maintenant ?» ai-je enfin demandé, brisant le silence. Holmes jeta un regard vers moi, son expression illisible.
Nous n'en sommes pas encore au cœur du problème, Watson, a-t-il déclaré. Nous avons découvert le coffre-fort. Nous avons découvert que le tableau n'a jamais été véritablement volé, mais caché. Nous savons que Miss Yates a révélé le folio en secret et que quelqu'un d'autre, une personne possédant des connaissances en architecture, a retiré le tableau pour permettre de révéler la chambre cachée. Nous soupçonnons même Julian, le neveu de Lady Margrave. Alors que reste-t-il? J'ai demandé. Le crime a sûrement été résolu. Holmes se leva, se dirigea vers la fenêtre et écarta le rideau. La rue en contrebas scintillait de pluie. Non, Watson. Nous avons expliqué la disparition, mais nous n'avons pas encore découvert le moteur derrière tout cela, l'esprit qui a conçu la performance. Il se tourna vers moi, les yeux brillants. Tu te souviens de Rusk? Bien sûr. Il n'est pas assez intelligent pour orchestrer cela. Pas assez subtil pour mettre en scène le vol et pourtant laisser le tableau entre les murs de la galerie. Et pourtant, quelqu'un voulait le ruiner. Quelqu'un qui aurait pu exposer le folio directement à la police, à la presse, mais ne l'a pas fait. Au lieu de cela, ils ont joué un jeu plus long. Vous pensez que Julian a agi sur instruction de quelqu'un d'autre? Holmes hocha la tête. Ou à tout le moins, avec les encouragements de quelqu'un d'autre. Il se dirigea vers le bureau et déroula à nouveau la liste originale des invités de Lady Margrave. Ses yeux parcoururent les noms et son doigt se posa, non pas sur Julian, qui n'était pas un invité officiel, mais sur un nom que nous avions jusqu'ici négligé dans notre recherche de suspects, Madame Lavinia Hart. Le chroniqueur de Potin, j'ai demandé. En effet, un écrivain avec une réputation de cruauté déguisée en esprit, celui qui fait le commerce de secrets, d'insinuations et de réputations ruinées. Mais pourquoi elle? Elle a un mobile, de l'influence. Et plus important encore, le moyen par lequel le scandale naît et s'entretient, sa plume. Il tapota la liste des invités. Elle était présente, elle y avait accès, et elle a une aversion de longue date pour Rusk. Je l'ai vu l'embrouiller dans des imprimés plus d'une fois, souvent pour son hypocrisie artistique. Cela peut ressembler à une posture littéraire, mais je pense que cela masque quelque chose de plus profond. Le regard de Holmes se rétrécit. Demain matin, nous lui rendrons visite. Madame Lavinia Hart vivait dans un appartement bien aménagé, donnant sur Bedford Square. Les murs de son salon étaient tapissés de livres, de caricatures et de portraits, sépia d'artistes et d'acteurs, tous encadrés de dorures et accrochés à des angles curieux, comme si quelqu'un les avait disposés à la hâte pour ne jamais revenir les ajuster. C'était une belle femme d'une 50aine d'années, impeccablement vêtue de bordeaux foncé avec des tempes argentées et des bagues à chaque doigt. « Monsieur Holmes, ta, dit-elle en nous offrant du thé d'un ton si sec qu'il pourrait provenir du Sahara. Et le docteur Watson, à quoi dois-je ce plaisir? Nous avons quelques questions, répondit Holmes avec douceur, concernant les événements survenus à la galerie de Lady Margrave. Son sourire se resserra légèrement. Ah, le tableau manquant, quel dommage. Même si, je l'avoue, j'ai toujours trouvé l'œuvre un peu surmenée. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel ce soir-là? Elle sirota délicatement son thé. Seulement les intrigues habituelles. Rusk reniflant comme un chien de chasse, Miss Yates tremblant pratiquement à la vue des critiques et le cher Julian Margrave arpentant la galerie comme un homme ayant quelque chose à cacher. Holmes inclina légèrement la tête. « Intéressant, vous avez remarqué Julian. Il n'était peut-être pas sur la liste des invités, mais il était certainement présent. Je l'ai repéré près de l'alcôve juste avant que les lumières ne vacillent. Clignoter ?» Elle parut surprise. « On ne vous l'a pas dit? Juste avant la fin de la soirée, les lumières du gaz se sont éteintes momentanément. J'ai supposé qu'il s'agissait d'un mauvais entretien, mais j'ai entendu un membre du personnel marmonner à propos d'un problème de fusible ou de valve dans le couloir de service inférieur. » Les yeux de Holmes se sont aiguisés. « Est-ce que quelqu'un d'autre a réagi ?» Julian a quitté la pièce. « Quand ?» Quelques instants avant que cela n'arrive. « Et quand l'avez-vous vu pour la dernière fois ?» Je ne peux pas le dire.
Il n'est pas revenu pour le toast d'adieu. Holmes hocha la tête. Et lui as-tu parlé ce soir-là? Elle hésita. En bref, j'ai mentionné l'héritage de son oncle. J'ai peut-être suggéré qu'il vaut souvent mieux avouer les secrets que les découvrir. Mais ce n'était rien. Conversation vaine. « Je doute que vous soyez jamais oisive, Madame Hart, » dit Holmes avec un sourire poli. Il s'est levé. « Vous avez été très utile. » Elle nous regarda partir avec une expression impénétrable. Dehors, le pas de Holmes s'accélérait. « Les lumières, Watson, » dit-il. L'atténuation n'était pas un accident. C'était une distraction conçue pour laisser le temps au tableau d'être retiré et caché. Julian connaissait la disposition de la galerie. Il savait comment accéder au coffre-fort. Mais je soupçonne que c'était elle qui l'a dirigé vers cela. Vous croyez que Lavinia Hart a orchestré tout ça? Je crois qu'elle a joué son rôle. Elle n'a peut-être pas touché au tableau, mais elle a allumé l'allumette. Pour exposer Rusk? Oui. Elle connaissait l'existence du folio, peut-être grâce à un conseil, peut-être par observation. Mais elle ne pouvait pas publier son existence sans preuve. Au lieu de cela, elle a manipulé quelqu'un de plus impressionnable, pour qu'il fasse son travail. Julien, précisément. Un neveu loyal, accablé de culpabilité et de suspicion, guidé, intentionnellement ou non, par une femme qui savait comment utiliser les secrets comme une arme. Dans la soirée, Holmes avait envoyé un message à Julian Margrave demandant un rendez-vous discret au 221B. Le jeune homme arriva peu avant 10 heures, mouillé par la pluie et visiblement anxieux. Il avait la vingtaine, avec des yeux pensifs et l'énergie nerveuse de quelqu'un qui avait passé des semaines à regarder par-dessus son épaule. « J'ai reçu votre note, monsieur Holmes. Je ne savais pas si je devais venir. »« Mais vous l'avez fait, » dit Holmes en lui offrant un siège. Julian était assis, regardant entre nous. « Vous avez trouvé le tableau, n'est-ce pas ?» Holmes hocha la tête. « Plus que ça. Nous avons trouvé le coffre-fort, les artefacts, les lettres. » Julian ferma brièvement les yeux, puis les rouvrit. « Je ne voulais pas que ça tourne en spirale comme ça. » Holmes ne dit rien, se contentant d'attendre. « J'ai trouvé le coffre-fort il y a 1 an, » a poursuivi Julian. « Par accident. J'ai aidé à quelques rénovations. Je ne l'ai pas ouvert à ce moment-là, j'avais peur. Mais après la mort de mon oncle, j'ai commencé à m'interroger, ses voyages, ses lettres vagues. Quand j'ai finalement ouvert le coffre-fort, j'ai vu ce qu'il avait fait. Pourquoi ne pas aller voir les autorités? » Julian avait l'air peiné. Cela aurait détruit ma tante. Et je ne savais pas à qui faire confiance. Rusk avait toujours de l'influence. J'ai pensé que si je pouvais simplement retirer le tableau et laisser quelqu'un comme toi trouver le reste... Vous avez enlevé le tableau pendant la réception? Il hocha la tête. Pendant la distraction de l'éclairage, j'ai utilisé le passage de service. Je l'ai caché sous le socle. Je savais qu'on finirait par le retrouver. Holmes se pencha en avant. Et Madame Hart? Julien hésita. Elle m'a encouragé à nettoyer la blessure. Elle ne l'a jamais dit directement, mais je pense qu'elle le savait. Elle voulait que Rusk soit exposé. Holmes hocha la tête une fois. « Merci, monsieur Margrave. Ce sera tout, pour l'instant. » Alors, que le jeune homme partait sous la pluie, Holmes se tourna vers moi. « Le piège est tendu, Watson, et maintenant il ne reste plus qu'à savoir quel poisson y nagera en premier. » 2 jours après les aveux discrets de Julian Margrave, une invitation formelle a été livrée à notre porte, au 221B. La lettre portait le monogramme en argent de Lady Margrave et était écrite d'une main qui ne tremblait pas malgré le poids qu'elle portait. « Monsieur Holmes, vous avez demandé de la discrétion et je l'ai accordée. Vous demandez maintenant votre présence. Qu'il en soit ainsi. Vous pouvez utiliser la galerie ce vendredi soir. Je veillerai à ce que toutes les parties concernées soient présentes sous prétexte d'une nouvelle dédicace privée de la Peacock Gallery en l'honneur de mon défunt mari. Je prie pour que vous sachiez ce que vous faites. Helena Margrave Holmes. » Tenait la lettre entre 2 doigts, l'étudiant comme si l'encre elle-même pouvait avouer. « C'est le dernier geste, Watson, » a-t-il déclaré.
Le décor est planté, le public convoqué. Maintenant, laissons les ombres révéler leurs acteurs. « Tu es sûr qu'ils viendront tous ?» j'ai demandé. Fierté et paranoïa, Watson, deux motivations les plus sûres de la société. Rusk viendra parce qu'il a peur de ce qui peut être dit. Meerschaum et Miss Yates parce qu'ils ont hâte de voir le rideau tomber. Et Lavinia Hart, il s'autorisa un léger sourire. Elle ne manquerait pour rien au monde la révélation de sa propre pièce. La galerie a retrouvé sa splendeur d'antan. Chaque lumière avait été ajustée selon les spécifications de Holmes. Chaque rideau s'entr'ouvre à moitié pour laisser passer juste assez de crépuscule pour créer des ombres là où c'est nécessaire. Le cavalier rieur de Marlowe avait été remis dans son cadre d'origine, mais il pendait légèrement de travers, comme si le mur lui-même se souvenait du vol. À cette heure précise, les invités arrivèrent. Lady Margrave, majestueuse et illisible, dans le violet le plus profond, les salua un à un avec un équilibre serein. Rusk entra avec raideur, une canne à la main et un signe de tête serré pour Holmes. Il fut suivi par Meerschaum, flottant comme s'il était invoqué depuis un autre, plein de pensées. Puis vint Miss Yates, sobre mais alerte, vêtue d'une robe noire austère qui rendait son visage pâle et ses yeux sombres encore plus perçants. Et enfin, Lavinia Hart, toujours aussi gracieuse, arborant un sourire de détachement amusé et une broche en or en forme de plume de paon. Les yeux de Holmes y restèrent un peu plus longtemps que nécessaire. Julian Margrave était déjà présent, debout près de la fenêtre du fond, comme un homme attendant son jugement. Une fois la pièce réglée, Lady Margrave s'éclaircit la gorge. « Mes amis, dit-elle, vous êtes tous au courant des récentes perturbations concernant l'un des tableaux de mon mari. Grâce à M. Holmes, l'affaire est maintenant résolue. Mais il a demandé quelques mots avant le début de la soirée. Monsieur Holmes ?» Toutes les têtes se tournèrent. Holmes s'avança, les mains derrière le dos, d'un ton conversationnel mais sec. « Mesdames et messieurs, vous n'êtes pas ici simplement en tant qu'invité, mais en tant que témoin. Témoin d'une pièce qui a déjà été jouée dans cette même salle. Ce soir, nous revisitons ces actes, non pas avec un pinceau ou une toile, mais avec la vérité. » Il se tourna et fit un geste vers le cavalier qui rit. « Vous constaterez que le tableau est revenu, indemne, ce qui surprend sans doute certains d'entre vous car vous pensiez qu'il avait été volé. » Des murmures. Holmes les laissa s'installer avant de continuer. « Il n'a jamais été volé. C'était caché dans cette même galerie, sous ce piédestal pour être précis. Une décision curieuse, n'est-ce pas? Retirer un tableau et ne pas s'enfuir avec lui? » Il marchait lentement. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais été question de vol. Il s'agissait de révéler ce que le tableau cachait, non pas sur sa toile, mais derrière. Un mur, une lumière, une voûte. Il se tourna vers Lady Margrave. « Madame, votre mari, comme nous le savons maintenant, avait des secrets enfouis plus profondément que n'importe quelle signature. Sous cette galerie, cachée derrière une ingéniosité architecturale, se trouve une chambre, un coffre-fort rempli d'objets introduits en contrebande depuis les terres coloniales, de documents portant sa main et d'autres. Il regarda maintenant Rusk, dont les jointures blanchissaient sur sa canne. Ces lettres impliquent non seulement Lord Margrave, mais M. Lionel Rusk. Transaction, expédition et contournement de la loi. Rusk a lancé « c'est de la calomnie ». « Vous n'avez pas le droit ?» « J'ai les documents, dit froidement Holmes. Et plus encore, j'ai une séquence d'actions trop précise pour être une coïncidence. Il se dirigea vers le centre de la pièce. Julian Margrave a découvert le coffre-fort. Mais ce n'est pas lui qui a découvert le folio. Cet honneur revient à Miss Yates. Tous les regards se tournèrent. Isadora Yates a attiré l'attention avec un sang-froid rigide. Elle a trouvé le folio lors d'une séance d'études, a expliqué Holmes. Elle ne l'a pas volé, elle l'a lu. Et puis, elle a peint un message sur le mur derrière ce même cadre. Un message qui ne serait révélé que si le mur était nettoyé. Il vit devant des miroirs, un émoi, une accusation poétique.
Mais cela ne suffisait pas. Quelqu'un d'autre, quelqu'un d'intelligent, a encouragé une démarche plus théâtrale. Quelqu'un qui a compris que la vérité, lorsqu'elle est cachée, doit être effectuée à voir. Il se tourna. Madame Lavinia Hart. La pièce se figea. Elle cligna des yeux une seule fois et sourit. Continuez. Vous avez conseillé Julian Margrave, n'est-ce pas? Vous lui avez parlé de secret, de confession, de justice rendue, non. Pas au tribunal, mais par écrit. Vous qui gagnez votre vie en transformant les chuchotements en encre, vous suggérez que j'ai comploté le vol? Je suggère, dit Holmes, que vous avez planté l'idée. Julien a agi, mais tu as guidé. Vous avez créé une tempête sans retenir la foudre. Lavinia pencha la tête d'un ton léger. Et quel est donc mon crime? Un encouragement? Holmes fit une pause. Cela dépend. Il se tourna vers Julien. Vous nous avez dit que vous aviez enlevé le tableau et l'aviez caché. C'est vrai. Mais je crois maintenant que vous n'avez pas agi seul. Julien était pâle. Vous avez créé la distraction de l'éclairage, mais le timing, la porte laissée entr'ouverte, l'accès au coffre-fort, cela nécessitait des connaissances que vous n'aviez pas. Holmes fit de nouveau face à la pièce. Et donc, je propose une théorie. Lavinia Hart, qui avait étudié cette maison dans le passé, qui avait interviewé Lord Margrave à propos de l'architecture de sa galerie, a utilisé Julian comme mandataire. Elle a dirigé ses actions, peut-être même mis en scène la scène, puis s'est retirée pour observer. Le sourire de Lavinia ne faiblit pas. Mais vous n'avez aucune preuve. Non, dit calmement Holmes. J'ai quelque chose de mieux. Un motif. Il sortit de la poche de son manteau une page pliée, un article de la Cloche sociale, daté de près d'une décennie auparavant. Il portait le nom de Lavinia et une critique élogieuse d'une exposition financée par Lionel Rusk. Et ici, dit Holmes en ouvrant une deuxième page, nous trouvons votre rétractation, publiée à peine 3 semaines plus tard après que M. Rusk a retiré son patronage de votre publication en raison d'un différend sans rapport. Depuis lors, chaque mention de Rusk dans votre chronique a été barbelée, ponctuée de moqueries. Holmes s'approcha. Vous vouliez le ruiner. Vous avez trouvé votre moment. Vous avez utilisé Julian pour exposer le coffre-fort. Mais vous n'avez pas publié la publication. Car si le tableau n'a jamais été retrouvé, toi pourrais être impliqué. Le sais. Silence s'empara de la pièce. Finalement, Lady Margrave se leva. « Est-ce vrai ?» demanda-t-elle à voix basse. « As-tu fait ça, Lavinia ?» Lavinia ne répondit pas. Mais son silence disait tout. Holmes se tourna vers l'inspecteur Lestrade, qui était entré dans la galerie à la demande de Holmes quelques minutes plus tôt, se tenant tranquillement au fond. « Je pense que vous trouverez des motifs suffisants. »« Pour enquêter, inspecteur. » Lestrade hocha la tête. « En effet. » Plus tard dans la nuit, alors que les invités partaient et que la galerie était à nouveau verrouillée, Holmes et moi étions seuls à la lueur de la lampe. « Alors, ai-je dit, justice a-t-elle été rendue ?» Holmes alluma une cigarette. « La justice, Watson, est un équilibre délicat. Les agissements de Rusk sont désormais connus. La conscience de Lady Margrave est claire. Julian n'est pas accablé. Miss Yates ne sera plus ignorée. Et Lavinia Hart, eh bien, son silence résonnera plus fort que ses paroles ne l'ont jamais fait. » Il regarda de nouveau le cadre vide. « Le tableau est peut-être revenu, Watson, mais l'illusion a disparu. » Les jours qui suivirent l'affrontement à la galerie du Paon se déroulèrent avec toute la tension tranquille d'un rideau tiré avant le dernier acte d'une pièce de théâtre. Aucun titre n'a fait la une des journaux, aucun mandat d'arrêt ne portait la signature de Holmes. Le crime, bien que dévoilé avec précision, avait laissé derrière lui une trace non pas de menottes, mais de conséquences sur la réputation. Une sorte de justice qui se déroule lentement, avec la dignité d'un nœud coulant dans un théâtre silencieux. L'inspecteur Lestrade, toujours plus à l'aise avec les menottes qu'avec le scandale, avait écouté attentivement les conclusions de Holmes. Il a accepté de garder l'affaire officieuse, pour l'instant. Aucune accusation formelle n'a été déposée contre Lavinia Hart, mais des rumeurs se sont néanmoins propagées. La Society of London Letters
a discrètement retiré son invitation à animer sa conférence annuelle de printemps. Sa chronique dans la cloche sociale auparavant. Un pilier des salons de thé de l'après-midi Est, apparu avec une régularité décroissante. Elle avait finalement écrit sa propre pièce. Holmes, de son côté, ne semblait ni satisfait ni dérangé. Il considérait l'ensemble de la question avec le détachement philosophique d'un homme qui avait simplement refait un nœud dans la grande tapisserie de la tromperie. Mais en tant qu'ami, je pouvais voir l'usure derrière ses yeux, la fatigue mentale que même les déductions les plus élégantes provoquent, parfois. Nous étions assis dans le salon du 221B par un après-midi étouffé par le brouillard, le tableau ayant été restitué à Lady Margrave, les documents sécurisés entre les mains privées d'un avocat et le coffre-fort refermé avec le soin d'une époque essayant d'oublier ses propres péchés. Vous ne vouliez pas que Rusque soit... Arrêtez, dis-je enfin. Holmes leva les yeux de son violon, l'archet posé sur son genou. Non, Watson. Je le voulais défait, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Mais il est libre. Pour l'instant, répondit Holmes, mais le monde de l'art est un écosystème délicat, et les réputations en son sein pourrissent bien plus vite qu'elles ne peuvent être réparées. Il a perdu sa crédibilité. Son nom, autrefois un gage de prestige dans les cercles des galeries, n'est désormais prononcé que sur un ton prudent. C'est une punition plus complète que celle qu'un tribunal pourrait infliger. J'ai froncé les sourcils. Et Miss Yates, elle en bénéficiera plus qu'elle ne le pense. Son courage, même caché dans le secret, a tiré le premier fil. Lady Margrave lui a promis une exposition au printemps prochain. Je ne pouvais pas cacher mon sourire. « Holmes, vous n'êtes pas indulgent avec nous, n'est-ce pas ?» Son regard se tourna vers moi, amusé. « Pas doux, Watson, mais pas aveugle non plus. Tous les conspirateurs ne sont pas des méchants, et tous les secrets ne sont pas des crimes. Miss Yates a joué son rôle sans méchanceté, tout comme Julian. » « Avez-vous de ces nouvelles ?» Holmes hocha la tête. « Une lettre est arrivée ce matin. Il l'a récupérée sur la cheminée et me l'a tendue. Cher monsieur Holmes, je ne peux pas exprimer pleinement ma gratitude. Vous ne m'avez pas dénoncé, même si vous auriez pu. Vous avez vu la vérité et l'avez laissée se dévoiler sans humilier ceux qui sont encore en deuil. J'ai quitté Londres pour la côte. Peut-être qu'un jour j'y retournerai. Pour l'instant, je ne veux rien d'autre que l'air marin et le silence. Cordialement, Julien Margrave, j'ai posé la lettre et j'ai bougé plus que prévu. Et Lady Margrave, j'ai demandé. Elle reste aussi calme que jamais, a déclaré Holmes. Même si elle visite désormais la galerie seule le matin, je soupçonne qu'elle s'assoit devant le tableau, cherchant peut-être le mari qu'elle imaginait autrefois, pas l'homme qu'elle connaît maintenant. Il y eut une longue pause. Puis, Holmes se leva et se dirigea vers la fenêtre, la silhouette des toits recouverts de brouillard se reflétant faiblement dans la vitre. Quand il reprit la parole, c'était plus doux. « Savez-vous ce qui m'a le plus frappé dans cette affaire, Watson ? Qu'est-ce que c'est ? Le tableau « Le cavalier rieur » de Marlowe. Tout le monde l'a décrit comme sentimental, ennuyeux, ordinaire. Pourtant, c'est devenu le centre d'une tempête, un miroir, un symbole. Tout cela parce que quelqu'un a décidé que cela pouvait signifier plus qu'il n'y paraissait. Il se tourna, faisant subtilement un geste de la main. Nous vivons entourés d'illusions, reflets de personnes, de réputations, d'idéaux. Mais retirez le cadre, déplacez la lumière et soudain l'image disparaît. Ce qui reste est la vérité, brute, souvent douloureuse, mais plus claire que n'importe quelle toile vernie. Je me suis penché en avant. Tu penses que Lavinia se voyait là-dedans, jouer à l'artiste avec de vraies personnes? Elle se considérait comme l'auteur de la justice, a déclaré Holmes. Mais la justice ne peut pas être contrôlée. Elle respire. Et une fois déclenchée, elle révèle bien plus que ce que l'on souhaite. Une semaine plus tard, nous avons reçu une invitation, d'apparence modeste, mais incontestablement formelle. Lady Margrave avait décidé d'organiser un dernier événement dans la galerie, une réception privée dans l'après-midi, marquant la fermeture temporaire de la salle du Paon pour restauration. Holmes a d'abord hésité. Il n'aimait pas les rassemblements publics, à moins qu'ils ne dissimulent une poursuite.
Mais, à ma demande, il a accepté. L'événement était discret. La liste des invités est limitée. Holmes et moi sommes arrivés en retard, comme c'était son habitude, et avons trouvé la galerie doucement éclairée, l'odeur du bois vieilli et du lilas flottant dans l'air. Lady Margrave se tenait seule, près de l'entrée. Elle nous accueillit tous les deux avec un léger sourire. « Monsieur Holmes, Dr. Watson, merci d'être venu. » Nous avons incliné la tête. « Le tableau a été restauré ?» j'ai demandé. Elle regarda vers le mur du fond où le cavalier rieur de Marlowe maintenant accroché dans une quiétude polie. « Oui, même si j'ai décidé d'en faire don. À un modeste musée en dehors de Londres. Il sera apprécié là-bas. Je pense. Sans ombre. » Holmes fit un rare signe d'approbation. « Une sage décision. Je me demande, dit-elle, sa voix plus calme maintenant, est-ce qu'on connaît vraiment nos proches ?» La réponse de Holmes ne fut pas immédiate. « Nous savons ce qu'ils nous permettent de voir, » dit-il enfin. « Mais parfois, lorsque le cadre est vide et que la lumière frappe parfaitement le mur, nous apercevons le reste. » Lady Margrave soutint son regard un instant de plus, puis se tourna et nous laissa vers la galerie. J'ai suivi Holmes alors qu'il parcourait lentement toute la longueur, inspectant chaque pièce comme si elle pouvait à nouveau changer au crépuscule. Lorsque nous atteignîmes le piédestal où le tableau avait été caché, il s'arrêta. « Cette salle a vu trop de performances, Watson, » a-t-il déclaré. « C'est en paix maintenant. »« Oui, » dit-il, « jusqu'à ce que la prochaine illusion franchisse la porte. » Ce soir-là, alors que nous retournions à Baker Street sous un soleil couchant, Holmes resta longtemps silencieux. Lorsque nous atteignîmes nos chambres, il ôta son manteau, alluma sa pipe et finit par s'asseoir. « Une autre affaire close, dis-je. »« Non, » murmura-t-il. « Un autre cas ouvert et compris. La fermeture concerne les registres et les couvercles de cercueil. Ceci, c'est la résolution. » Et pour une fois, je ne lui ai pas insisté. Les jours passèrent lentement. À Baker Street, après la chute du rideau sur l'affaire de la Peacock Gallery, l'automne, dans son retrait maussade, répandait ses dernières feuilles dorées sur les rues humides. La fumée de charbon flottait dans l'air. La ville semblait retenir son souffle comme si elle attendait un jugement final. Mais dans notre salon, le feu brûlait comme toujours, et Holmes retourna, comme il le faisait souvent, à son violon. Il y a des affaires qui se terminent par des arrestations et des gros titres où les faits s'enchaînent parfaitement et où le coupable est emmené enchaîné. Et puis il y a des cas comme celui-ci, plus subtils, plus délicats, enveloppés dans le silence des secrets découverts, des réputations ternies et des vérités acceptées plutôt que punies. Holmes n'était pas enclin à faire la fête. Il avait décliné 2 invitations à dîner, ignoré 3 lettres de presse et refusé une demande de la Royal Society of Arts de donner une conférence privée sur l'art, le symbolisme et la déduction. Son humeur s'était installée dans cette immobilité holmesienne particulière, ni maussade ni contente, simplement réfléchie. C'est un tel soir, alors qu'il se tenait à la fenêtre, regardant les lanternes vaciller dans le brouillard au-delà de Baker Street, que je le retrouvais plongé dans ses pensées. « Vous n'avez rien écrit de cette affaire » dit-il sans se retourner. J'ai levé les yeux du cahier que j'avais à peine commencé à remplir. Je n'avais pas prévu de le faire, du moins pas depuis un moment. Il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, un sourcil haussé de surprise. « Un rare moment de retenue, Watson. Cela semblait inapproprié. Il y a trop de gens qui vivent encore dans l'ombre. Trop de gens ont fait ce qu'ils ont fait pour des raisons difficiles à juger. » Holmes hocha la tête. « Tout à fait. » Il se retourna vers la fenêtre, tapotant le rebord avec un long doigt. « Et pourtant ce serait dommage, » a-t-il ajouté, « si l'histoire était entièrement perdue. La vérité ne doit pas seulement être découverte, Watson, mais elle doit aussi être rappelée. C'est ainsi que nous construisons l'immunité contre l'illusion. J'ai réfléchi à cela en silence pendant un moment. Alors peut-être que je l'écrirai plus tard, sous un titre différent et avec des bords plus doux. » Un léger sourire apparut au coin de sa bouche. « Tu as toujours été plus gentil que moi.
3 jours plus tard, un curieux colis arriva pour Holmes. Il ne portait aucune adresse de retour, mais le sceau de l'enveloppe si jointe était sans aucun doute celui de Lady Helena Margrave. Holmes l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvait une petite carte élégante, écrite à la main en écriture ferme et en boucle. « Monsieur Holmes, je me retrouve à regarder une galerie, désormais dépouillée de beaucoup de choses, non seulement de secrets, mais aussi de fardeaux que je ne souhaite plus porter. Vous m'avez aidé à comprendre que préserver l'héritage ne signifie pas toujours le protéger. Parfois, le plus grand honneur que nous puissions offrir aux morts est d'être honnêtes à propos de la vie qu'ils ont vécue. Je joins à cette note un petit jeton du coffre-fort. Il n'a pas une grande valeur et n'est pas marqué par sa provenance. Mais c'est beau et cela me rappelle qu'il y a une grâce dans les débuts comme dans les fins. Helena Margrave à l'intérieur des emballages se trouvait un petit pendentif en ivoire, sculpté à l'effigie d'une plume de paon, usée, ça par le temps. Holmes le tourna entre ses doigts avec une tendresse que je lui ai rarement vue. « Un rappel », murmura-t-il. « De quoi ? Même les choses enterrées peuvent durer. » Ce soir-là, Holmes et moi avons fait une promenade le long du quai. La Tamise était sombre et se déplaçait lentement, les lampes à gaz le long de la rivière vacillant comme des pensées pas tout à fait formées. Il marchait les mains derrière le dos, ses pas mesurés, le col de son manteau relevé contre le vent. « J'ai pensé, dit-il soudain, au miroir. »« Des miroirs ?» Il hocha la tête. « Nous avons tendance à croire qu'ils nous montrent la vérité, mais en vérité, ils ne reflètent que ce que nous leur permettons de voir. Ce qui se cache derrière le miroir, que est souvent plus instructif. Comme le coffre-fort ? Oui. Et comme les gens que nous présumons connaître. Lady Margrave, Miss Yates, même Rusk. Elles ont chacune présenté une image au monde et en ont vécu une autre. Mais sous le bon angle, un reflet peut en démasquer. Un autre. Il s'arrêta au bord de la balustrade, la rivière sifflant doucement sous nous. Cette affaire a commencé avec un tableau manquant, Watson. Un seul cadre laissé vide. Mais le véritable mystère n'a jamais été l'objet, c'était l'absence, le silence, l'espace laissé par des choix que personne ne voulait examiner. J'ai étudié son profil dans la pénombre. Vif, précis, énigmatique. Regrettez-vous la façon dont cela s'est terminé ? J'ai demandé. Non, dit-il. Parce que cela ne s'est pas terminé par un spectacle. Cela s'est terminé par une compréhension. Et parfois, c'est la meilleure résolution. Quelques semaines plus tard, la vie a repris son rythme habituel. Holmes s'est occupé de petites affaires. Une broche disparue à Kensington. Une lettre de chantage d'un dramaturge jaloux. Je suis retourné à mes notes médicales et j'ai commencé à rédiger un conte intitulé « Le coffre-fort caché », même si je soupçonnais qu'il ne parviendrait jamais dans le brin. Trop calme, trop introspectif, trop personnel. Pourtant, il y avait du réconfort là-dedans. Toutes les vérités n'exigent pas des applaudissements. Un après-midi enneigé, alors que nous étions de nouveau assis devant l'incendie de Baker Street, j'ai levé les yeux de mon manuscrit. Il y a quelque chose d'étrange dans le pendentif que Lady Margrave vous a envoyé, dis-je. Holmes haussa un sourcil. Pas de forme étrange, mais lorsque je l'ai exposé à la lumière, j'ai remarqué de fines rainures le long du dos. Pas décoratif, plutôt une écriture gravée. Holmes attrapa le pendentif, le tourna lentement et récupéra son objectif sur la table. Il examina le bord avec une intensité soudaine. « Un code », murmura-t-il. « Un message ?» Il hocha la tête. « À peine visible. On y lit. Pas de beauté sans vérité. » Nous restâmes assis en silence pendant un moment. « Un autre secret ?» J'ai demandé. « Non, dit-il. Un cadeau. » Puis il posa délicatement le pendentif sur la table à côté de sa pipe et s'adossa au dossier de sa chaise. Même lorsque la toile est vide, Watson, il reste toujours quelque chose.